Henri IV de la ville de Lyon. Et on va parler maintenant, pendant 45 minutes environ, de dispositifs, de l'évolution et de la transition professionnelle. Alors, on va essayer de mettre des mots un peu plus sympas derrière ces grands termes, puisqu'on n'y met pas tous le même vocabulaire. Donc on va parler concert d'évolution professionnelle, surtout comment être accompagné dans son projet, d'évolution, de reconversion, de transition. Et puis, quand même, on va parler financement aussi, puisque c'est aussi une ère de la guerre quand on veut réussir son parcours de reconversion ou de transition et qu'on a envie de se former dans un nouveau métier, dans une nouvelle aventure. Et bien, on a besoin de savoir comment se faire financer son parcours de formation. Donc je vais laisser le CIBC se présenter et puis mon collègue de Transition Pro vers le Rhône-Alpes. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Agnès Glélé. Je suis conseillère sur le conseil en évolution professionnelle pour le CIBC Rhône. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Peter Njalen, je suis chargé d'ingénierie de parcours et d'instruction à Transition Pro au Rhône-Alpes. Ah oui, d'accord, ok. C'est lequel? C'est celui-là? Ok. Alors, je vais parler du programme, je vais le présenter. Je vais commencer à vous présenter ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle et on fera un focus rapide sur le CPF. Et puis on prendra la suite avec le projet de transition professionnelle qui est l'un de nos dispositifs de financement de reconversion professionnelle. Et puis comme disait Delphine, on vous dira ce que nous on met comme définition derrière le terme de la reconversion professionnelle, et assez rapidement. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'accompagnement qui est gratuit et qui permet de faire le point sur sa situation professionnelle et d'élaborer, si vous en éprouvez le besoin, si vous en avez déjà le projet, d'élaborer une stratégie, de formaliser aussi le projet et de le confronter avec la réalité. On verra après quels outils on peut mettre dans ce conseil. Il existe depuis janvier 2015, même s'il n'est pas encore complètement connu. Il s'appuie sur 3 grands éléments, puisqu'il reste une mission de service public. C'est un service qui est entièrement gratuit tout au long du parcours, qui est confidentiel, c'est-à-dire que ce qui se passe pendant vos entretiens dans le CEP reste dans le CEP. Et c'est également un conseil qui est neutre. Le rôle du conseiller en évolution professionnelle est plutôt de marcher à côté des salariés ou des porteurs de projets, puisque c'est ce qu'on est à un moment donné, pour lui donner des outils, des informations pour faire ses propres choix. Et bien entendu, le conseil est objectif dans le sens où il n'y a pas de place ni pour le jugement, ni pour toute forme de discrimination, quelle qu'elle serait. On vous donne des clés et des outils concrets pour réaliser votre projet et atteindre vos objectifs. Alors, à qui s'adresse le CEP? Eh bien, il va s'adresser à toutes les personnes salariées ou indépendantes qui vont se questionner sur leur avenir professionnel. Ça peut être un questionnement aussi très positif. On est bien dans son job, on a envie de s'impliquer un petit peu plus. Qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être j'ai envie de me former pour monter en compétences ou pour découvrir d'autres compétences. Je souhaite tout simplement prendre du recul aussi sur ma situation professionnelle pour tout un tas de raisons. Donc on peut rester vraiment sur des étapes d'analyse de votre situation. Vous avez un projet de création d'entreprise, vous n'avez pas encore créé, vous ne savez pas comment créer. Vous avez besoin aussi d'évaluer votre idée, donc on peut le faire également en CEP.
Vous souhaitez valoriser votre expérience et vos compétences. On pourra vous accompagner sur comment évaluer justement votre parcours de VAE. Mais ça, je ne veux pas trop m'y attarder maintenant. On va y revenir tout à l'heure. Vous souhaitez tout simplement aussi démissionner pour tout un tas de raisons. On résume sur changer de vie. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on considère, pour toutes les personnes qui sollicitent le CEP, concerne 64% des salariés qui formulent en tout cas ce besoin d'accompagnement. Et justement, les conseillers sont là pour vous aider. Alors, le CEP, c'est pour qui? Eh bien, il y a le réseau Avenir Actif qui accompagne les salariés du secteur privé et les indépendants. Vous avez également l'APEC qui va accompagner les cadres, qu'ils soient actifs ou en recherche d'emploi. France Travail qui va accompagner les demandeurs d'emploi. Vous avez l'Union nationale de toutes les missions locales qui accompagnent les jeunes de moins de 26 ans. Et pour les personnes qui sont en situation de handicap, elles peuvent être accompagnées en CEP par Cap Emploi. Le CEP, c'est qui? Eh bien, c'est un groupement. C'est un groupement qui porte le nom d'Avenir Actif. Et depuis donc le 1er janvier 2020, dans ce groupement, vous trouverez le CIBC, la Fédération nationale, le CIBC Auvergne-Rhône-Alpes, Envergure, la Chambre agricole et la Chambre des métiers. Ce qui représente 180 conseillers et vous nous trouvez dans 125 lieux d'accueil dans la région. On s'adresse à des salariés, on s'adresse à des actifs, donc on est aussi capable de nous adapter à vos besoins en termes d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on est capable de vous recevoir le soir, on est capable aussi de vous recevoir le samedi. Comment en bénéficier? Eh bien, il faut d'abord prendre rendez-vous sur l'un de ces sites, 125 sites répartis sur la région. Donc vous voyez la carte, on couvre à peu près toutes les grandes villes et même les périphéries, hein, ce qui nous permet de nous adapter à tous les publics. Comment prendre rendez-vous avec nous? Eh bien, c'est un numéro unique que vous pouvez prendre en photo, noter. Soit vous passez donc par la plateforme, soit vous pouvez passer directement par le site internet Je m'informe et vous pouvez prendre votre rendez-vous en ligne. Je vous laisse prendre les dernières photos. Je vous parlais de ces fameux horaires élargis sur lesquels on peut s'adapter. Donc, je vous parlais des rendez-vous du soir. On peut donc vous recevoir, finir un rendez-vous en tout cas jusqu'à 20h. Et quelle que soit la modalité. L'accessibilité, c'est aussi avoir le choix d'avoir un rendez-vous présentiel, un rendez-vous distanciel. Distanciel soit téléphonique, soit en webcam. Quel sera le rôle du conseiller ou de la conseillère qui va vous accompagner? Eh bien, ce sera vous permettre de construire, de co-construire, c'est un mot qui est important dans le CEP, un avenir crédible, c'est-à-dire un avenir qui s'appuie à la fois sur vos intérêts, sur vos critères et sur d'autres critères liés par exemple à l'employabilité, par exemple à la faisabilité de votre projet. Sécuriser également votre parcours d'évolution professionnelle, formaliser un plan d'action qui sera décliné avec votre conseiller sur les objectifs à mettre en place, sur les moyens, sur la temporalité également de votre projet. Le conseiller vous permettra aussi d'avoir un avis objectif et neutre pour construire, pour avancer dans votre réflexion
Est-ce que je me reconvertis? Est-ce que je lance ma boîte? Donc, vous pourrez vraiment avoir un vrai échange neutre et objectif. Et on ira aussi travailler la faisabilité, le réalisme finalement de votre projet. Ça vous permettra d'être accompagné aussi par un professionnel dans un dispositif où là, pour le coup, l'accompagnement CEP est obligatoire. C'est le dispositif des missionnaires, des missions reconversion. Et si vous avez un projet qui nécessite du financement, comme par exemple un projet VAE, un projet formation, eh bien votre conseiller sera également avec vous pour monter toute cette ingénierie de financement. On va prendre le temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire un focus sur le compte personnel de formation. Je pense que cette information qui est en rouge, vous l'avez toute eue. Les heures qui étaient acquises au titre du DIF, normalement, ont été pérennisées. Si vous avez fait la modification sur votre compte au 30 juin, voilà, avant le 30 juin 2021. Les droits que vous avez acquis pour votre compte CPF restent acquis même si vous changez d'employeur ou si vous perdez votre emploi. Par contre, le compte est accessible. Depuis qu'ils ont fait la nouvelle numérisation avec la poste, oui. Je ne peux pas y accéder. J'ai appelé la plateforme. Et vous ne pouvez pas y accéder aujourd'hui ou depuis quelques jours? Là, depuis quelques jours que j'ai fait, ça fait une semaine. Oui, oui. Oui. Et pourtant, j'ai tout le nécessaire pour des appels. Et là, malheureusement, on n'aura pas la main sur l'accessibilité sur ce compte. Il faudra certainement voir directement avec votre formation. Je pensais que vous auriez l'information. Hélas, non. Donc, votre compte CPF, il est alimenté tous les ans, automatiquement. Pour un salarié qui travaille au moins à mi-temps, il est abondé tous les ans de 500 €, dans une limite de 5 000 €, c'est-à-dire que vous plafonnez à ce montant-là. L'année où vous obtenez 5 000 €, l'année d'après, vous resterez à 5 000 €. Pour un salarié non qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait aucun diplôme, lui, son compte sera abondé de 800 € avec un plafond de 8 000 €. 300 € supplémentaires sont également abondés pour les bénéficiaires d'une RQTH. On cotise aussi quand on est élu. Je suis conseiller municipal de ma commune et j'ai aussi un... Il y a d'autres circuits d'abondement, tout à fait, pour... Oui. global des deux comptes ou pas? Là, en revanche, pour l'abondement que vous faites là en tant qu'élu, je n'ai pas la réponse. Du plafond, en tout cas. Mais dans certains cas, on verra qu'il faut effectivement, après que le projet que vous lancez soit éligible à la fois au CPF et très probablement aussi, il doit y avoir des critères d'éligibilité pour le compte auquel vous abondez en tant qu'élu. Et si on travaille à moins d'un mi-temps, c'est proratisé. C'est proratisé. Tout à fait. Okay. Alors justement, on en parlait. Quelles sont donc les formations qui sont éligibles au CPF? Eh bien, toutes les formations certifiantes, c'est-à-dire reconnues par l'État, donc des titres, des certifications, des habilitations, les formations du domaine informatique, les formations linguistiques, certains permis, la validation, bien sûr, la VAE, pour aider à financer votre VAE. Vous pouvez également utiliser votre compte CPF pour payer tout ou partie votre bilan de compétences. Et vous pouvez également financer des formations d'aide à la création d'entreprises. Quel sera le rôle du conseiller en évolution professionnelle dans l'utilisation de ce CPF?
Déjà, le b.a.-ba, vous aider à créer votre compte et à vous expliquer le fonctionnement du CPF. Identifier avec vous la bonne formation parce qu'il y a beaucoup de propositions sur le marché, laquelle est vraiment adaptée à votre projet. C'est donc l'aide au choix. Et on parlait d'abondement tout à l'heure avec d'autres moyens. Comment vous aider à mobiliser en plus de votre CPF, par exemple, ces fameux points pénibilité comme le C2P, des abondements aussi auxquels vous avez droit en arrêt maladie ou en arrêt de travail. Et à partir du 1er mai 2024, vous avez dû en entendre parler, il y a un reste à charge de 100 € pour tous les projets que vous mettrez en œuvre. À partir du moment où vous allez mobiliser votre CPF, vous aurez ce reste à charge à payer. Et justement, on parle de projet. Là, je vais prendre la suite. Donc, tout de suite, on va parler de transition pro Auvergne-Rhône-Alpes. On précise bien Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on a bien un transition pro par région. Alors là, on va vous donner un certain nombre d'informations qui proviennent de nos données de l'année 2023. Pour autant, les informations que je vous donne sont bien actualisées pour l'année 2024. Donc pas de souci pour le 2023. Donc en fait, nous, on est situé un peu partout sur la région, de manière fixe. Dans 3 espaces territoriaux, Lyon, vous pouvez nous retrouver à Lyon, à Grenoble et à Clermont-Ferrand. Pour autant, on a 12 permanences territoriales dans toute la région. C'est-à-dire, pour ceux qui vivent à Bourg-en-Bresse, par exemple, et qui viennent travailler à Lyon ou qui vivent tout juste à Bourg-en-Bresse, peuvent rencontrer des collègues de Transition Pro dans les locaux du CIBC de Bourg-en-Bresse. Et ça vaut également pour Valence, pour Saint-Étienne, dans le Cantal, etc. On est vraiment présent sur tout le territoire. Alors, le budget d'intervention pour l'année 2024 est d'environ 68 millions. 68 millions de budget d'intervention dans lequel vous aurez donc les différents dispositifs. Alors ça, c'est principalement pour le dispositif phare que je vous présenterai par la suite, le projet de transition professionnelle, dans lequel on vous dira qu'on finance donc des projets de formation qui vont permettre à des salariés, principalement à des salariés. Donc les demandeurs d'emploi, ne soyez pas jaloux, on ne vous a pas oublié. Je vous expliquerai comment. Sachez juste qu'un demandeur d'emploi n'est pas très loin de devenir un salarié pour nous. Donc on a plusieurs dispositifs que nous portons, on en a 6 très exactement. Bon, je laisse la slide pour ceux qui veulent prendre des images. On en a 6. Nous aujourd'hui on a fait le choix de ne pas aller sur tout le document, très clairement. On va juste faire un focus sur le projet de transition professionnelle, qui sera finalement le plus intéressant pour vous. Je laisse encore 2 secondes. Et puis on va passer aux 2 derniers dispositifs que nous venons d'obtenir de la loi des retraites. On va pas en parler. Donc ceux qui veulent prendre des images, c'est le moment. Sur celle d'avant ? On termine juste et puis on va revenir pour... si vous avez déjà pris. Non, celle d'avant. Je vais revenir. C'est tout bon ? Allez. Donc on revient sur celle d'avant pour ceux qui ne l'avaient pas prise. Rapidement. C'est tout bon pour tout le monde? Bon, je vois qu'on y est. Ceux qui n'ont pas réussi, n'hésitez pas à revenir vers nous, ce n'est pas grave. On est là pour répondre à toutes vos questions et on laissera en temps également de questions-réponses à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu prendre de clichés. Donc, le projet de transition professionnelle, à qui est-ce qu'il s'adresse? Donc, à tout salarié du secteur privé qui a au moins un CDD, un CDI, qui est intérimaire ou alors intermittent du spectacle. Peu importe votre statut en tant qu'intermittent, sachant qu'on a 3 statuts différents chez les intermittents en général.
Donc, pour quelle formation, Agnès le disait tout à l'heure, pour le CPF, ce sera à peu près la même chose, à peu près, pas exactement, mais à peu près la même chose pour notre projet de transition professionnelle, le PTP. Nous, on financera donc toutes les formations enregistrées auprès de l'État, pourvu qu'elles vous permettent de changer de métier. Alors, auprès de l'État, c'est-à-dire au RNCP, vous avez certainement dû entendre déjà parler de ce répertoire, ou alors au RS, répertoire spécifique. Donc, ou potentiellement des blocs de compétences. Oui. Il n'y a pas une durée minimum au niveau des salariés du privé en CDI, c'était pas 5 ans, ça a changé ça? Une durée minimum pour bénéficier des dispositifs? On en vient. Vous avez anticipé la suite, mais effectivement, on vous parlera également des conditions d'éligibilité pour bénéficier de nos dispositifs et principalement du PTP. Alors, par contre, ce ne sera pas 5 ans. Donc, les conditions d'ancienneté, pour une personne en CDI, on lui demandera d'avoir travaillé 24 mois dans toute sa vie. Bon, je pense que pour tous ceux qui sont là, on les voit. Bien sûr, en tant que salarié. En tant que salarié, potentiellement du secteur privé. On enlèvera donc de ces 24 mois tous ceux qui auront été fonctionnaires, mais également tous ceux qui auraient été militaires de carrière. Donc, si vous n'avez pas été fonctionnaire militaire de carrière, normalement le reste ça marche. Maintenant, au moment du dépôt du dossier, vous devez avoir une année d'ancienneté chez votre employeur pour une personne en CDI. En général, également, ça passe. Même si vous n'avez pas les 1 an d'ancienneté au moment du dépôt de votre dossier, sachez que les 1 année d'ancienneté sont regardées à l'entrée en formation. Donc, si je n'ai pas encore une année au moment où je suis en train de constituer mon dossier, mais que je l'aurai au moment où je rentrerai en formation, alors c'est parfait. Il y a des subtilités, hein. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous ne comprenez pas tout ce que je vous dis pour l'instant. Donc, les CDD, pareillement, il faudra avoir cumulé 24 mois sur les 5 dernières années de votre activité professionnelle. Et ensuite, on revérifiera sur la durée des 12 derniers mois vos 4 mois de travail. Pareillement, au moment de l'entrée en formation. C'est-à-dire, comme pour tout à l'heure, si je suis en CDD aujourd'hui et que je dépose mon dossier auprès de Transition Pro et qu'en réalité, je n'ai pas encore les 4 mois requis pour bénéficier du dispositif, mais que ces 4 mois-là, je les aurai au moment de l'entrée en formation, alors je peux bénéficier du dispositif de financement de Transition Pro. Et donc, j'en profite donc pour parler également de nos amis qui sont demandeurs d'emploi. Un demandeur d'emploi n'est loin d'un salarié que de 4 mois de CDD. C'est-à-dire une personne qui est demandeur d'emploi aujourd'hui qui n'a pas pu bénéficier d'un autre dispositif de financement et qui prendrait un contrat de 4 mois pourrait par la suite bénéficier d'un PTP dans le cadre d'un PTP CDD. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions là-dessus. Oui. Pour une personne qui finit dans un mois, est-ce qu'elle peut encore profiter du BTP de financement si elle a un projet ou demande de bilan de compétences? Si vous avez fini ou alors si votre contrat va finir. Ça va terminer. Je suis en reconversion professionnelle et je demande de rupture conventionnelle. Alors, si vous avez demandé une rupture conventionnelle et qu'elle vous a été accordée, vous ne pouvez plus bénéficier de nos dispositifs. Par contre, si vous avez demandé une rupture conventionnelle qui vous a été refusée et que vous êtes encore salarié, pour nous, ça marche. Alors, je suis dans la période là, entre les deux. Donc, Si elle a été accordée, malheureusement, ok. on ne pourra malheureusement pas suivre. Donc là, je passe comment pour faire le financement alors? Alors, pour un financement, étant donné que vous deviendrez demandeur d'emploi à l'issue de cette rupture, il faudra voir avec France Travail. Mais, comme je disais, un CDD de 4 mois. Un CDD de 4 mois et vous revenez nous voir. Toujours envisageable. C'est envisageable. Et je précise bien, peu importe le CDD, hein. C'est-à-dire vous allez sur un CDD de 4 mois, que ce soit un chèque emploi-service d'une journée par semaine, ce n'est pas grave. Donc vous pouvez aller sur un CDD à temps plein ou un CDD à temps partiel. Ce n'est pas un souci. Alors, intérim et intermittent, on s'est dit on va vous éviter des maux de tête. Oui.
Alors, nos dispositifs, effectivement, ne peuvent pas s'appliquer aux travailleurs indépendants. Par contre, je vais donc vous remettre dans la case des personnes demandeurs d'emploi qui peuvent également bénéficier du dispositif à condition, bien sûr, de travailler un certain temps pour bénéficier, en tout cas pour avoir les conditions d'ancienneté requises pour en bénéficier. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut financer que des projets de reconversion pour des salariés de droit privé. Mais on trouve toujours, on va dire, des moyens de vous... Voilà, pour optimiser finalement la mobilisation de ces dispositifs-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions et vous pensez que vous avez des pistes, vous revenez vers nous, on vous donnera l'information. Alors, comme je disais, intermittent, intérimaire, on va éviter les maux de tête, revenez nous voir. Ça va bien se passer. Le statut du salarié. Donc, pendant votre période de PTP, sachez que vous êtes toujours salarié de votre entreprise. Vous avez un statut de stagiaire de la formation professionnelle. Vous continuez de cotiser à tous vos droits, sans exception. Et par contre, vous ne pouvez pas cumuler vos congés payés. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas poser de congés payés pendant que vous êtes en PTP parce que vous êtes déjà en congé. Par contre, comme je l'ai dit plus haut, vous continuez de cumuler tous vos droits. C'est-à-dire pendant un PTP, si tous les mois je cumulais 2,5 jours de congés payés pendant que j'étais salarié de ma boîte, ce sera la même chose pendant que je serai en congé de formation professionnelle. Pareillement. Donc le financement, sachez que nous, on va donc financer à hauteur de 18 000 € hors taxe pour un organisme de formation qui nous ferait un devis hors taxe et qui ne paierait pas la TVA. Pour un organisme de formation qui paie la TVA, ce sera 21 600 €. Et une double condition, à la fois sur le coût global du dossier et le coût horaire du dossier, qui sera fixé, lui, à un maximum de 27,45 € hors taxe. Pour autant, une personne qui viendrait nous voir en nous disant « Je veux devenir infirmier parce que je pense qu'il y en a parmi vous qui veulent le devenir » et qui nous dirait « Mon devis est fixé à 24 000 € parce qu'en général, ce sont les prix », sachez qu'on peut financer à hauteur de notre plafond. Maintenant, la suite, ça ne veut pas dire que le dossier sera refusé parce qu'il est trop cher. Il y aura ce qu'on appelle un reste à charge. Et le reste à charge ira à qui de toi, c'est-à-dire aux poches. Donc, des frais annexes, c'est possible. Pour ceux qui iront se former loin de chez eux, il y en a qui vivent dans des patelins où malheureusement on n'a pas la chance d'avoir les organismes de formation qui vont nous permettre d'avoir tous les organismes, enfin toutes les formations, autant pour moi, dont on rêverait. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle des frais annexes, des frais de déplacement, des frais d'hébergement, des frais de repas. Nous, ce sera un forfait journalier qu'on vous donnera dans ces conditions-là. Si la formation n'est pas éligible au CPF? Si la formation n'est pas éligible au CPF, déjà, nous, on ne parlera pas de CPF. Nous, on parlera de formation enregistrée auprès de France Compétences, c'est-à-dire enregistrée dans un RNCP et dans un RS, parce qu'il existe des formations finançables par le CPF qui n'y existent pas. Les permis de conduire, par exemple, vous ne les voyez pas. Pourtant, ils sont finançables via un CPF. Donc, le CPF, franchement, il faut décorréler en fait notre dispositif du CPF. Nous, on financera que ce qui enregistre auprès de France Compétences. Et en général, c'est assez facile de vérification. Pour ceux qui se posent encore la question, demandez directement à votre organisme de formation de vous donner le code RNCP ou RS de la formation que vous visez. Et dès que vous avez ce code, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'aller sur le site de France Compétences. Sur le site de France Compétences, vous rentrez ce code-là. S'il apparaît comme actif, alors nous pouvons la financer. S'il paraît comme inactif, vous avez la réponse. Donc, et la rémunération, j'ai failli l'oublier. Sachez que nous, on prend également en charge votre rémunération pendant toute la durée de la formation si vous effectuez votre formation sur votre temps de travail. Ce qui suppose que vous avez le choix. Donc, vous pouvez potentiellement nous dire « Bon, bah, moi, je m'en sors bien, j'ai pas de soucis, je vis seul, j'ai pas forcément de charge plus que celle-là. Je veux bien faire ma formation sur mon temps de libre. »
Et auquel cas, nous, on prendra en charge uniquement les coûts pédagogiques. Très bien, et ça nous va bien. Par contre, on peut également se dire qu'il existe des formations pour lesquelles il n'est pas possible, tout simplement, de se former sur son temps libre. Ou alors, vous voulez vous former sur votre temps de travail, tout simplement. Et à ce moment-là, vous nous demanderez à Transition Pro de prendre en charge votre rémunération pendant toute la durée de la formation et on le fera. Par contre, je précise bien, c'est Transition Pro qui paye parce que j'ai entendu certaines personnes me dire « Oui, mais mon employeur ne veut pas parce qu'il doit payer pendant ma formation. » Non, ce n'est pas votre employeur qui vous rémunère pendant votre formation, même si techniquement, on ne va pas rentrer dans le détail. Sachez que c'est Transition Pro qui paye 100% de votre rémunération pendant votre formation. Et je dis bien 100%. Alors, la prise en charge, on ne va peut-être pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Je pense que c'est un exemple pour ceux qui veulent bien prendre une photo. Je vous laisse prendre la photo, mais voilà, les règles et les grandes lignes, je vous les ai données. Donc, sachez que pour la prise en charge de votre stage, il existe des stages, des formations, autant pour moi, qui n'ont pas de durée référentielle de stage. C'est-à-dire, le ministère ou le certificateur qui a déposé la demande auprès de France Compétences n'a pas précisé que pour obtenir cette certification-là, il fallait faire, par exemple, 1000 heures de stage, potentiellement. Si il ne l'a pas précisé, la règle de France Compétences nous dit, vous devez dans ce cas-là prendre 30% de la durée théorique. En gros, on prendra 30% de la durée théorique de vos enseignements pour estimer combien de temps est-ce que nous prendrons en charge votre rémunération pendant la durée de stage. Comme je vous le disais, je vous donne les grandes lignes, je vous laisse prendre l'image. Si vous avez des questions, on reprend parce que c'est assez technique. Mais en général, c'est assez couvert. Les organismes de formation qui sont juste de l'autre côté avec qui nous travaillons vont, pour la plupart, vous mettre des durées de stage qui vont rentrer dans ce cadre-là. Donc, pour ceux qui se feraient déjà du souci, sachez que ça rentre dans le budget. Donc, le dossier du salarié, comment ça se passe? Sachez que tout est dématérialisé. Que ça ne vous fasse pas peur, tout est dématérialisé ne signifie pas que vous serez seul. Ça veut juste dire on a essayé de faciliter la vie à tout le monde. À l'époque, il fallait faire les dossiers papier, les monter, les balader, les remplir et finalement, ils revenaient tout déchirés, tout dans les états que vous connaissez. Finalement, on s'est dit ce serait peut-être pas mal de le rendre accessible en ligne, donc plus simple d'usage, plus simple d'accès et vous pourrez donc travailler, étant donné que vous êtes des salariés et que vous êtes occupés en journée, vous pourrez donc travailler la nuit pour remplir vos dossiers au moment qui vous plaira. Donc finalement, tout se fera en ligne. Vous créez un espace personnel sur le site de Transition Pro. Vous êtes accompagné tout le long de votre demande. Vous pouvez demander à des conseillers de vous rappeler. Il y a ce qu'on appelle un web callback. Vous pouvez faire des messages aux équipes de Transition Pro qui vous répondent dans une limite de durée en général de 24 à 48 heures. Et je vous donne les grandes lignes, mais la réalité est qu'en général, on vous répond plutôt dans l'heure. Et puis, si vous ou votre organisation, votre employeur a un souci pour remplir sa partie, remplir son dossier ou peu importe, vous pouvez également leur demander de prendre rendez-vous avec nous. Et quand je dis prendre rendez-vous, c'est juste nous faire un message, nous appeler pour ceux qui ont nos contacts. Ça se fait dans l'heure. Franchement, c'est assez rapide. Et donc, il y aura une partie salariée pour ceux qui sont en CDI. Vous aurez une partie salariée, une partie organisme de formation, une partie employeur. Pour ceux qui sont demandeurs d'emploi, qui sont en CDD, autant pour moi, vous devez avoir en général une partie salariée et une partie organisme de formation, étant donné que votre formation, pour la plupart, commence après la fin de leur CDD. Donc, si le CDD est terminé au moment de l'entrée en formation, il n'y a pas de souci, on prend en charge également votre dossier. Ce n'est pas un problème pour nous. Donc, les commissions, comment ça se passe? Nous en avons une tous les mois de l'année. Non. Il y en a une en janvier, une en février, une en mars. Il y en aura une le 17 avril et une autre en mai et ainsi de suite. Donc, vous pouvez rentrer, vous pouvez avoir des rentrées décalées.
pour ceux qui se diraient « j'attends d'avoir mon admission pour la rentrée de septembre », vous pouvez déjà commencer vos dossiers également avant d'avoir l'admission et enfin, vos dossiers passeront en commission. Mais tous ceux qui peuvent rentrer à des moments différents de l'année, vous pouvez faire des dossiers. Il n'y a pas qu'une commission à l'année, il y en a une tous les mois. Lorsque vous avez donc obtenu votre financement, ce qui va se passer, c'est que vous aurez une notification de prise en charge signée par les commissaires de Transition Pro, donc la présidence de Transition Pro, qui vous dira « Félicitations, hein, vous avez votre financement à hauteur de tel montant, sachant que le coût moyen d'un dossier chez nous aussi à environ 30 000 euros. Donc vous comprenez que parfois on peut être tatillon lorsqu'on vous demande de nous expliquer quel est le but de votre reconversion, c'est-à-dire pourquoi vous souhaitez vous reconvertir, quel est le choix de la formation que vous faites, parce que ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes qui veulent devenir boucher en faisant un CAP cuisine. Je prends l'exemple extrême, mais bon, voilà, c'est possible que certaines personnes fassent l'erreur. Et également, on vérifiera des perspectives. Tout à fait. Il y a également plus extrême, tout à fait. Et donc, les perspectives d'emploi. On vérifiera bien que le métier vers lequel vous alliez vous offre de l'emploi. C'est-à-dire, on ne vous envoie pas au casse-pipe, on sait que c'est un projet de vie, ce n'est pas juste un projet de formation. Donc, on ne vous enverra pas vers un métier vers lequel on sait que vous trouverez difficilement de l'emploi. En tout cas, c'est peut-être à vous de nous apporter des garanties également lorsque vous pensez que vous vous trouverez facilement. Voilà, on reste assez ouvert. Et donc finalement, ce que je vous disais au tout début, quelle est la définition pour nous d'une reconversion professionnelle? Pour nous, c'est juste un changement d'activité principale exercée. J'ai été directeur financier, je veux devenir directeur marketing ou l'inverse. Pourtant, il est directeur. Mais c'est un changement de métier. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, il ne fera pas la même chose. J'étais manager, je veux devenir directeur. C'est un changement de métier pour nous. J'étais chef de projet, je veux devenir manager. J'étais, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être une évolution professionnelle. Et donc, Transition Pro peut financer ce type de projet. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a fait l'essentiel. On a encore un peu de temps. Donc, on a 10 minutes de questions. On a notre horloge qui... Parlons de... Oui, vous m'entendez? J'ai peut-être aussi enfoncé un autre petit clou. C'est pas anodin si on présente finalement ensemble le dispositif CEP et toutes les modalités, les accès, les financements Transition Pro, parce que finalement, on est aussi partenaire dans l'accompagnement du projet, on est partenaire dans vos questionnements. Tout à l'heure, tu expliquais comment se déroule, par exemple, bien le montage de ce dossier, qui pourrait paraître complexe à certains. Donc, tu as dit qu'ils avaient le temps la nuit, mais avant la nuit, ils ont peut-être le temps aussi de, voilà, de bénéficier du conseil en évolution pro pour des moments, des temps charnières où vous avez très bien compris ce que le conseiller Transition Pro vous a expliqué. Mais on est là pour être à côté de vous et répondre justement aux attentes de Transition Pro pour l'acceptation de votre dossier, par exemple. Tout à fait. Et je précise même, je vais rajouter à ce que tu viens de dire, nous on s'est rendu compte qu'on avait au moins 75%, c'est-à-dire de qualité en mieux sur les dossiers qui avaient été accompagnés par les conseillers. Et je dis bien au moins, c'est-à-dire la statistique n'est pas forcément très bien faite. Donc, sachez que les dossiers accompagnés par les conseillers en évolution professionnelle, lorsque nous les voyons en général, ils ont une très haute qualité par rapport à ce qu'on peut avoir sans accompagnement. Alors par contre, ce n'est pas une obligation, nous sommes d'accord, de passer par un CEP. Pour une personne qui se sent très à l'aise et assez autonome, très bien, il peut le faire. Franchement, il ne faut pas se mettre de barrière. Et dites-vous bien qu'on vous donne là les grandes lignes, on vous donne un certain nombre d'informations qui peuvent paraître beaucoup et qui vont vous demander du temps à digérer. Mais voilà, une fois que vous vous serez lancé, vous vous rendrez bien compte, vous y arriverez. Mais si vous pouvez demander de l'aide, pourquoi pas, c'est gratuit en plus. Ou en amont en tout cas. Effectivement. En amont. En général, la vous pouvez le faire en amont. faisabilité, voilà, exactement. Tout à fait. Oui.
Ah, ça c'est important. Ah, non, personne. Alors, Le volume le d'heure volume accordé. d'heure de l'accompagnement. Donc, il y a un premier rendez-vous d'une heure qui s'appelle l'état des lieux, où on va vraiment faire une analyse partagée de votre situation. Vous allez exprimer votre projet, si vous l'avez déjà à peu près construit. Et ensuite, il y a 5 rendez-vous. Le deuxième rendez-vous étant d'1 heure minimum, et les autres rendez-vous peuvent varier selon votre autonomie, selon votre projet, mais feront à minima 30 minutes. Il y a aussi à prendre en compte, en dehors de ce temps d'accompagnement, le temps que vous aurez en autonomie aussi à vous construire votre projet. Par exemple, vous cherchez une formation, on a identifié les sites qui pourraient à peu près répondre à votre demande. Il est fort probable qu'en autonomie, vous avez aussi pas mal de travail à faire. Tu as dit jusqu'à quelle heure? Non, tu avais dit toute la nuit, toi. Je ne me rappelle plus. Pour travailler sur le projet? Ouais. Non, mais je pense qu'ils sont assez autonomes, ils peuvent le faire aux heures qui leur conviennent. Comme ils veulent. Comme ils voilà. veulent. Comme ils veulent. Donc, oui. Non, je voulais résumer que vous avez au minimum 6 heures voilà, d'accompagnement. Aborder la PNSMP. Ouais. Oui. Ouais. Un volet qui est adressé à l'employeur, c'est-à-dire. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, vous avez le choix. Pour une personne qui veut se faire financer un projet de formation, il peut se dire, alors ma formation, je la ferai sur mon temps de travail. Et auquel cas, il faudra justement demander une autorisation d'absence à votre employeur qui n'a pas le droit de refuser, purement et simplement. Il peut la reporter de 9 mois maximum, ce qui signifie qu'il peut reporter de moins de temps. Et également, il doit motiver ce report de formation-là avec quelques critères prévus par la loi. Bon, c'est très encadré. Alors, lorsque vous êtes en arrêt, il faut forcément sortir votre arrêt, parce que pendant qu'on est en arrêt, on n'a pas le droit de travailler, d'être en formation non plus. À ce moment-là, en général, c'est la médecine conseil de la sécurité sociale qui vous dit si vous pouvez faire une formation ou pas. Exactement. Il faudra que la médecine conseil vous autorise à faire votre formation pendant votre arrêt. Oui, tout à fait. On a déjà eu des cas. Il y avait une question juste derrière avant de prendre ça. Oui. J'ai une question, quand on est dans la fonction publique mais non fonctionnaire, on rentre dans beaucoup de cases. Quels sont les dispositifs pour faire une condition professionnelle? Alors, on ne peut pas dire que vous ne rentrez dans aucune case. Vous êtes. C'est juste que vous ne rentrez pas dans la nôtre. Après, par contre, lorsque vous êtes. Le contrat. Ouais. Votre contrat, déjà, peut vous guider un petit peu. C'est ça. Donc votre contrat, si votre contrat relève du droit privé, C'est transition techniquement, pro. voilà. Par contre, étant donné que vous serez. Alors, vous ne serez pas fonctionnaire, c'est bien ce que vous m'avez dit. C'était plutôt. Quel statut que vous avez? Contractuel. Alors, lorsque vous êtes contractuel, si votre administration paye ce qu'on appelle la CUFPA, contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, à ce moment-là, vous êtes éligible auprès de Tradition Pro. Ça, c'est uniquement pour ceux qui sont contractuels de la fonction publique. Mais c'est assez rare quand même de trouver une administration publique qui décide de la payer volontairement. Mais sinon, on avait bien un pôle d'accompagnement pour les personnes de la fonction publique aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Oui. Si on est demandeur d'emploi, on peut bénéficier du CEP par votre organisme? Non, avec France Travail. Oui. Si vous êtes demandeur d'emploi. Oui. Ben, vous pouvez avec un CDI de 4 mois. Et l'accompagnement, enfin le conseil en évolution pro, vous l'aurez avec France Travail. Parce que ça veut dire qu'il y a des CEP
Tout à fait. Vous avez vu que certaines structures vont plutôt accompagner les jeunes, d'autres vont plutôt accompagner les personnes qui ont des reconnaissances de travailleurs handicapés, des cadres. Et en l'occurrence, les demandeurs d'emploi seront accompagnés en CEP par France Travail. Oui. Pour l'ordre, en fait, envoyer le courrier à l'employeur, faire le dossier. Mhm. Alors, Faire le dossier pour la formation. donc, si vous voulez un ordre pour le dossier de transition pro, moi je vous dirais le plus important, c'est de commencer par l'autorisation d'absence auprès de votre employeur lorsque vous voulez faire votre temps sur votre temps de travail. Sachant qu'il a la possibilité de le reporter de 9 mois avec certes des motifs réglementés, mais il a quand même cette possibilité-là. Donc, si il vous dit non, alors il ne peut pas dire non, autant pour moi. S'il vous dit je reporte la première fois, et il ne peut reporter qu'une fois de toute façon, finalement, tout ce que vous aurez fait comme travail sera reporté également. Parce qu'il ne tombera pas à l'eau, tout ce travail-là. Parce que nous, on enregistre, on vous laisse en tout cas l'accès à ces données. S'il reporte de 9 mois plus tard, vous reviendrez, les données que vous aurez indiquées dans vos dossiers seront toujours présentes. Mais c'est vrai que ça peut être embêtant. Le 4 octobre. Alors, faites la demande auprès de votre employeur. Ça se fait de deux façons. Soit vous lui faites juste une lettre en main propre contre décharge, parce qu'il faut toujours une preuve pour l'administration, elle est écrite de toute façon. Ou alors, vous lui faites un courrier recommandé contre avis de réception. En général, on préconise plutôt de commencer par un échange. On parle de lui. Lorsque les rapports sont bons, lorsque les rapports sont plus tendus. Bon, je vous laisse vous voir ce qui est le mieux, mais le courrier en main propre, ça marche très bien. Et vous pouvez échanger, donc ça permet de faciliter les échanges en général. À partir du moment où vous validez le dossier, on a combien de temps pour Rentrer en formation. Ouais, le dossier de formation, s'il est validé derrière, il y a combien de temps pour faire sa formation? Donc tout dépendra de votre formation. Il y a des formations d'infirmiers dont je parlais tout à l'heure qui durent 3 ans. Donc ça se fera sur 3 années. Maintenant, le début de la formation pour une personne en CDD, il doit rentrer en formation 6 mois au plus tard après la fin de son CDD. Et s'il le fait en CDI? Une personne en CDI, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des dossiers de personnes qui voulaient rentrer en formation en septembre, qui ont fait leur dossier en janvier et qui ont eu leur financement en janvier. Donc il n'y a pas vraiment de délai pour ces personnes-là. Après, ce qu'on vous dira toujours après Transition Pro, c'est que la commission se réserve le droit de faire passer votre dossier sur une commission ou sur une autre. Mais dites-vous bien que lorsque ça se passe, c'est toujours dans un souci de financement pour tous. C'est-à-dire, si on ne fait pas passer votre dossier sur la commission de janvier et qu'elle est reportée pour la commission de février, c'est généralement parce qu'on veut donner de la chance à tous et qu'on anticipe le fait que peut-être qu'il y a trop de dossiers sur la commission de janvier et que le budget ne vous permettra pas de financer tous les dossiers qu'on aimerait financer et qu'il faudrait peut-être reporter à celle de février. Voilà. On essaie de faire ce jeu de chaises musicales et c'est toujours dans un souci de financement pour tous. Je laisse finir. Eh bien, merci. Merci Agnès. Merci à tous. Merci à vous. Alors, n'hésitez pas à aller rencontrer l'ensemble des